Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être connectés, merci d'être présents, quoique virtuellement, à ce deuxième événement de l'année 2022 de la Chambre de commerce britannique pour le Maroc et pour lequel nous avons choisi le thème de la loi de finances 2022, un budget pour les PME. On se pose la question si ce budget est bien pour les PME. Avant de passer la parole au président de la Bretcham, M. Stephen Hall, je tiens à rappeler que nous sommes en direct, que vous qui nous suivez, vous pouvez aussi interagir avec nos speakers. En leur adressant vos questions. Nous allons essayer de reprendre l'essentiel des questions à la dernière partie de cet événement. Cela étant dit, M. Stephen Hall, président de la Chambre britannique de commerce pour le Maroc, la parole est à vous. Merci, Amin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de la Chambre britannique de commerce pour le Maroc. C'est avec plaisir que j'annonce l'ouverture de ce deuxième événement de la Bretcham cette année 2022. En espérant pouvoir vous accueillir de nouveau dans nos événements présentiels le plus tôt possible. Et justement, notre sujet aujourd'hui est intimement lié à la situation que traverse le monde. Au Maroc comme ailleurs, la pandémie a entraîné d'énormes pertes pour les économies et causé des faillites d'entreprises, notamment les plus petites entre elles. En plus des mesures de soutien aux entreprises et aux citoyens prises en 2020, le gouvernement marocain compte s'est fixé comme objectif d'instaurer une dynamique en relance de l'économie de 2021 et de la renforcer en 2022. Pour cela, il a adopté un texte de la loi de finances 2022 ambitieuse avec plusieurs nouveautés et qui nous pousse à poser certaines questions. Comment se décline la volonté du gouvernement à soutenir les PME dans sa loi de finances 2022? La loi a-t-elle prévu des dispositions pour renforcer la résilience des PME face au choc? Et les PME marocaines pourront-elles profiter du climat de reprise en 2022? Et comme à la Bretcham, nous tenons à notre tradition de confronter les points de vue marocains et britanniques. Nous nous intéressons également à la situation des PME au Royaume-Uni pour répondre aux questions suivantes. Quelle a été l'expérience du Royaume-Uni dans la politique de soutien aux PME contre la pandémie? Comment les PME marocains et britanniques peuvent mobiliser les opportunités créées par le Brexit pour créer des relations commerciales? Pour passer au de toutes ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter un panel d'experts que je vous remercie d'avoir répondu présent à notre situation. Monsieur Bouamer Rugby, chef de la division des études et de l'évaluation des impacts de la direction d'études et des prévisions financières au ministre de l'Économie et des Finances. Nous vous demandons des précisions sur l'approche du gouvernement pour faire du budget 2022 en levier de relance économique, ainsi que les réponses apportées par la loi de finances aux besoins de financement des investissements des TPE et TPME. Vous serez aussi invité à présenter les nouvelles dispositions fiscales et les retours attendus de ces mesures sur la compétitivité des PME marocains. Merci, M. Rugby. Je tiens également à remercier M. Hicham Limani, vice-président de l'Union générale des entreprises et des professions. Avec vous, nous allons découvrir les impressions de l'UGEP sur les nouveautés de la loi de finances 2022, mais aussi sur l'ensemble de la politique du gouvernement en termes de soutien aux PME et TPME. Nous nous attendons aussi à connaître votre lecture sur le projet en cours de généralisation de la couverture sociale, ses enjeux, sa mise en œuvre, ainsi que ses limites. Et remerciements vous aussi à M. Abdelmajid Faïd, président de la Commission Fiscalité et à la CGM. Nous espérons connaître avec vous les principales remarques de la CGM sur les nouvelles de finances. Nous espérons aussi vous entendre sur le reste des mesures de soutien qui peuvent prendre le gouvernement, notamment avec le risque de nouvelles flambées épidémiques
en 2022. Enfin, je remercie M. Andrew Henley, qui nous rejoint au Royaume-Uni et qui est président de l'Institut pour Small Business and Entrepreneurship. Vous serez invité à nous faire un point sur la situation PME au Royaume-Uni et des mesures de soutien apportées par le gouvernement britannique. Et aussi, nous souhaitons vous interroger sur l'adaptation de PME britanniques aux nouvelles conditions imposées par le Brexit et connaître votre perception des opportunités qu'offre le Brexit pour les relations du Royaume-Uni avec des pays en développement comme le Maroc. Malheureusement, Madame Hasneh Razgani ne pourrait pas être avec nous à cause d'un empêchement de dernière minute. Avant de redonner le rapport à Amin pour modérer le reste de cette session, je tiens à remercier nos partenaires, OCP, Spirit Aerosystems, Bank of Africa, Maroc Clear, Cosuma, CIH Bank, Aqua Group, Sotema, RMA Assurance, l'Agence nationale des ports, Kutubia et la Société Générale. Merci à tous et un bon webinaire. Et je vais passer la parole à Amin. Merci, Amin. Merci, monsieur Stephen Hall. Je rappelle pour les gens qui viennent de nous rejoindre, notre sujet aujourd'hui s'articule sur les nouveautés apportées par la loi de finances 2022 et notamment sur la partie PME et TPME. Sans trop tarder, j'ouvre ce débat, mais avant de donner la parole à monsieur Bouhamed Rekbi, représentant du ministère des Finances et de l'Économie, j'aimerais juste faire une petite mise au point factuelle qui nous permettrait de suivre et de contextualiser le sujet du débat aujourd'hui, en l'occurrence la loi de finances 2022 et le dessin budget pour les PME. Alors, pour les besoins de précision, je souligne que au Maroc, la classification officielle des entreprises dispose que les très petites entreprises sont définies comme étant les unités ayant un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams, un effectif inférieur à 10 employés. Ces TPE-là représentent environ 64% de l'ensemble des entreprises du Maroc. Ensuite, pour notre très petites et moyennes entreprises, les TPME, ce sont celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 75 millions de dirhams et ont des effectifs inférieurs à 200 employés. Je note ici qu'il s'agit de la catégorie dominante de l'économie marocaine, avec 93% des entreprises étant des TPME. Et enfin, vous avez les grandes entreprises qui représentent, elles, environ 7% de l'ensemble des entreprises marocaines et qui sont celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à 75 millions de dirhams ou des effectifs employés dépassant 200 employés. Vous l'aurez donc compris, l'état de santé de l'économie marocaine, il dépend crucialement de l'état de santé des TPE et des PME, et d'où nous rencontrons aujourd'hui pour comprendre, identifier et analyser les moyens mis en place ou devant être mis en place pour renflouer les caisses et améliorer la compétitivité du tissu économique marocain. Pour cela, je commence avec vous, Monsieur Rekbi Bouhamed. Vous êtes des études et de l'évaluation des impacts à la direction des études et des financières rattachées au ministère des Finances et de l'Économie. Le ministère des Finances a été depuis le début de la crise au cœur des efforts de l'État pour remédier aux effets de la pandémie sur l'économie, mais on voudrait savoir les grandes lignes de votre vision sur la relance économique qu'on souhaite poursuivre pour cette année. Qu'est-ce que le gouvernement réserve aux TPE et PME en 2022, mais aussi vos actions, si vous avez des actions que vous voulez nous annoncer aujourd'hui, que votre département ou le gouvernement général compte déployer en faveur des très petites entreprises. La parole est à vous, Monsieur Lekbi. Merci, Monsieur Amin Barkaoui. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, pour moi, c'est un réel plaisir de participer à ce webinaire pour présenter les principales mesures en faveur de la reprise et de la relance économique de l'économie nationale durant l'année 2022, sachant que l'économie nationale, il a rebondi, il a enregistré un fort rebond en 2021. Et ce en faveur suite à la réalisation d'une campagne agricole exceptionnelle, une forte reprise est également enregistrée au niveau des différentes activités économiques non agricoles, exception faite du secteur du tourisme et des activités qui lui sont liées. Donc, globalement, une forte reprise en 2021, suivie d'un ralentissement prévu pour l'année en cours 2022. Et donc, bon, j'ai prévu une présentation, si vous pouvez
déroulé Monsieur Amin. Donc, en deux temps, avant de présenter les nouveautés apportées par par la loi de finances 2022, peut-être un mot sur la situation, le contexte macroéconomique qui caractérise cette loi de finances. Au niveau macroéconomique, donc, comme je l'ai dit, au niveau national, il faut bien noter un redressement graduel durant l'année 2021, avec toutefois des perspectives de croissance modérées pour l'année actuelle, pour l'année 2022, dans un contexte marqué par des incertitudes toujours liées à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et aux tensions inflationnistes et aux tensions également liées aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Au niveau national et suite aux mesures déjà prises durant l'année 2020-2021, l'économie nationale a pu réaliser une forte reprise. On a pu atteindre durant l'année 2021 récupérer pratiquement le niveau d'avant-crise, c'est-à-dire le niveau de croissance de 2019. En effet, l'économie nationale elle a pu rebondir surtout à partir du second trimestre 2021, dont le PIB a augmenté de près de 15,2%. Et exception faite du secteur du tourisme et des activités qui sont liées, la plupart des secteurs ou des activités sectorielles ont dépassé le niveau qu'avait avant la pandémie. Cette reprise elle est fortement manifestée au niveau du marché du travail, dont le taux de chômage il est revenu à 11,8% au cours du troisième trimestre 2021, après 12,7% au troisième trimestre 2020, durant l'année de crise, de pandémie. Le taux d'activité également, il a augmenté à 45,1%. Au niveau des finances publiques, l'exécution de la loi de finances 2021 s'est traduite par des recettes globalement en forte hausse de 11,6%, un niveau qui dépasse l'évolution de l'exécution des dépenses publiques qui n'ont augmenté que de 8,8%, ce qui a permis une réduction significative des déficits budgétaires pour avoisiner à peu près 6% du PIB contre une prévision initiale pour la loi de finances 2021 de 6,5% du PIB. Au niveau des échanges extérieurs, on note une forte reprise de nos exportations. Les exportations des biens ont augmenté à fin novembre de pratiquement 22,5% et les importations ont augmenté de près de 24%. Pour ce qui est de l'année 2022, donc après cette forte reprise durant l'année 2021 favorisée par une campagne agricole exceptionnelle et une forte reprise des activités non agricoles, l'année 2022, on s'attend à une croissance soutenue à 3,2% selon la loi de finances, qui devrait être portée par la vigueur de la demande intérieure dans ces deux composantes, investissement et consommation des ménages, mais également par une amélioration attendue de la demande extérieure adressée au Maroc. Toutefois, il y a certains risques à souligner, notamment les risques liés à l'évolution de la situation sanitaire au niveau mondial particulièrement, mais aussi les risques macroéconomiques tels que les tensions, la persistance des tensions inflationnistes au niveau international et les risques d'approvisionnement. Pour les prévisions de clôture de l'année 2021, on a retenu donc pour la loi de finances un taux de croissance de 3,2%. Cette prévision est appelée à être révisée pour tenir compte des résultats exceptionnels réalisés en 2021. Donc voilà un petit peu le contexte macroéconomique de la loi de finances. Maintenant, pour ce qui est des nouvelles mesures retenues pour accompagner la reprise et la relance de l'activité économique nationale durant l'année 2022, la loi de finances a
pour objectif plusieurs objectifs, notamment un soutien à l'investissement, un soutien à la consommation des ménages et au pouvoir d'achat des ménages, donc un fort soutien à la demande, et on vise également un appui à la production nationale, le renforcement du capital humain et l'amélioration de la prestation des services publics. Pour cela, je rappelle un petit peu la poursuite de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie nationale. Ce plan a été doté d'un budget d'investissement important de 120 milliards de dirhams, dont 45 milliards de dirhams sous forme d'investissement dans le cadre du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Le soutien également pour l'investissement est à lire à travers l'enveloppe allouée à l'investissement public global, à travers l'intervention du fonds Mohamed VI, le budget général de l'État, les entreprises et établissements publics et les collectivités locales, pour une enveloppe budgétaire globale de 245 milliards de dirhams, soit une hausse de 6,5%. Dans le sens d'appuyer et de soutenir la reprise et la relance économique durant cette année. Pour encourager l'investissement privé et les initiatives entrepreneuriales, la loi de finances 2022 a pris un certain nombre de mesures, notamment la redynamisation du programme Intelaka en faveur des jeunes diplômés porteurs de projets des différentes couches sociales, en faveur également des entreprises start-up innovantes, où ce programme est également destiné aux auto-entrepreneurs et aux porteurs de petits projets au niveau du secteur agricole. Il s'agit également du lancement du programme Al-Forsa qui envisage l'octroi de 50 000 prêts pour financer les projets des jeunes et sans condition préalable. Ce programme prévoit un montant de 1,250 milliard de dirhams et je cite également la réduction du seuil fixé pour conclure une convention d'investissement avec l'État. Ce seuil il a été réduit de 100 millions à 50 millions de dirhams. Je cite également l'octroi d'un abattement de 70% applicable sur les plus-values nettes réalisées à l'occasion de cession des éléments de l'actif immobilisé. Et il s'agit également de continuer à travailler sur l'amélioration des climats des affaires et la mise en place de la charte d'investissement. Toujours au niveau de soutien à l'investissement et en ligne avec les orientations de la loi cadre portant sur la réforme fiscale, la loi de finances a retenu un certain nombre de mesures, notamment la réduction du taux marginal du barème de l'impôt sur les sociétés passant de 28 à 26% pour les sociétés industrielles et également le taux de cotisation minimale de l'impôt qui a été réduit de 0,5 à 0,4 pour les sociétés déclarant un résultat positif. Ceci dans le sens de l'allègement de la pression fiscale. Il y a également la suppression de la progressivité des taux de barème actuels de l'impôt sur les sociétés afin d'assurer une certaine convergence vers un taux proportionnel unifié. Pour soutenir les entreprises qui font toujours face aux difficultés engendrées par la crise Covid, il y aura un remboursement du stock des crédits TVA à hauteur de 13 milliards de dirhams d'ici la fin du mois d'avril, et en particulier pour les TPE et les PME. Également, je citerai l'amélioration de l'adaptation du régime de la contribution professionnelle unique, CPU, et sa généralisation à l'ensemble des catégories professionnelles. C'est une sorte d'intégration d'une partie du secteur informel dans le secteur ou dans l'activité formelle.
Il y a également le renforcement de l'arsenal juridique et les moyens de l'administration pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et au niveau de l'appui et du soutien à la production nationale et la promotion de la compétitivité du label Made in Morocco, favorisant donc une certaine souveraineté nationale au niveau alimentaire, sanitaire et énergétique. Ça a procédé donc à une substitution des importations par des produits locaux avec un potentiel estimé à près de 42 milliards de dirhams via des subventions d'investissement et une réduction des droits de douane sur les intrants. L'incitation également à la préférence nationale en matière de marché public, favorisant donc les très petites et moyennes entreprises. Toujours dans le cadre de soutien et pour accompagner le secteur touristique, un plan d'urgence doté de 2 milliards de dirhams a été dernièrement arrêté. Ce plan vise, les mesures de ce plan concernent particulièrement le prolongement du versement de l'indemnité forfaitaire de 2 milliards de 2000 dirhams durant le premier trimestre 2022, et ce pour l'ensemble des employés du secteur, et en faveur également des transporteurs touristiques et des restaurants classés. Il concerne aussi le report des charges dues à la sécurité sociale, à la CNSS, pendant 6 mois, l'établissement d'un moratoire relatif aux échéances bancaires, et la prise en charge de l'État de la taxe professionnelle due par les hôteliers durant l'année 2020 et 2021. Et enfin, l'octroi d'une subvention de l'État en faveur du secteur de l'hôtellerie pour un budget de 1 milliard de dirhams, visant donc un soutien à l'effort d'investissement de ces établissements. Toujours en soutenant, en cherchant le soutien de la demande, je citerai donc le soutien qui est en faveur du pouvoir d'achat des ménages, notamment l'allocation pour le soutien du produit de base avec une enveloppe budgétaire de 16 milliards de dirhams. Le lancement de la généralisation progressive des allocations familiales à travers l'activation du registre social unifié pour définir les différentes catégories ciblées par cette généralisation. Le lancement du programme Aurash visant la création de 250 000 emplois sur une période de 2 ans et pour une enveloppe budgétaire de 2 milliards 250 millions de dirhams. Toujours dans le cadre de soutien à ce pouvoir d'achat, donc il y a le maintien de l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les premières embauches, surtout des jeunes, et la création de 26 510 postes budgétaires au titre de l'année. La poursuite également du programme de réduction des disparités sociales dans le milieu rural pour un budget de 2 milliards 250 millions de dirhams. Et enfin, la poursuite de la mise en œuvre de la 3e phase de l'initiative nationale pour le développement humain pour un montant de 3 milliards de dirhams. Le capital humain constitue également une priorité dans le cadre de cette loi de finances à travers un certain nombre d'actions et de mesures qui visent particulièrement la généralisation de la protection sociale, qui est devenue une priorité avec l'avènement de Covid-19. Donc, parmi ces actions, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base en faveur des travailleurs non salariés. Et ça concerne une population de près de 22 millions de bénéficiaires additionnels. Le lancement également de l'intégration des catégories qui bénéficient déjà du RAMED pour un montant de 4 milliards 200 millions de dirhams, tout en accordant la priorité au secteur de l'éducation et de la santé, où le budget
Le secteur de l'éducation devrait passer donc à 76 milliards en augmentation de 5 milliards de dirhams avec une création de 18 144 postes budgétaires. Celui du secteur de la santé et pour accompagner donc la réforme profonde du système national de santé pour être en mesure d'accompagner les nouveaux bénéficiaires de la couverture médicale. Le budget de ce département devrait passer à 23,500 millions de dirhams, 23 milliards 500 millions de dirhams, soit une hausse de 3,7 milliards de dirhams, en plus de la création de près de 5 500 postes budgétaires. Enfin, le dernier objectif que je citerai qui était retenu dans le cadre de la loi de finances 2022, c'est des actions en faveur de l'amélioration de la prestation publique à travers notamment la poursuite de la mise en œuvre des chantiers de la régionalisation avancée. Pour cela, une enveloppe budgétaire de 10 milliards est mobilisée en faveur des régions du Maroc. L'accélération de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre relative donc, à la réforme des établissements et des entreprises publiques avec l'opérationnalisation de l'Agence nationale de la gestion stratégique des participations de l'État. Et enfin, une amélioration de l'accès aux services publics à travers différents mécanismes, notamment l'opérationnalisation de la loi portant sur la charte des services publics. Cette charte vise particulièrement la simplification des procédures administratives, généralisation de l'administration numérique dans l'ensemble des administrations publiques, bien sûr, et la concrétisation de la charte de déconcentration administrative. Voilà à peu près les principales mesures, principales actions et volets retenus comme prioritaires pour accompagner la reprise et la relance durant cette année. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Si vous permettez, moi, je voudrais vous poser une question, peut-être dans la présentation que vous venez c'est riche, hein, que vous venez de faire, la partie qui pourrait intéresser le plus, ou plus ou moins directement les TPE, PME sur lesquels nous sommes réunis aujourd'hui, c'est les programmes gouvernementaux, que ce soit pour Intelaka, Awrash, Força. Moi, ma question, et je suis sûr qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se posent la même question. D'abord, est-ce qu'on a plus de garanties avec ce nouveau gouvernement aujourd'hui sur l'accessibilité à ces programmes? Et comment on peut faire pour éviter, j'aimerais rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement instaure des programmes pareils. Et j'ai en tête le souvenir du programme Mokawalati. Je sais qu'il y a bien d'entrepreneurs qui soit n'ont pas bénéficié du programme, soit ont rencontré des problèmes, notamment sur la partie financement. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez à ces entrepreneurs qui portent toutes ces inquiétudes des expériences passées? Je crois que bon, des clarifications ont été bien apportées. D'abord, au niveau du programme gouvernemental, l'accent a été mis sur l'accès du financement à des PME, TPE à travers déjà les programmes existants, la redynamisation de ces programmes et la poursuite donc à soutenir et appuyer l'accès des différentes structures au financement nécessaire. Ça a été traduit déjà, on a connu donc la traduction de cet engagement au niveau du premier projet de loi de finances qui est la loi de finances 2022. La preuve, c'est les différentes actions, mesures que je viens de partager avec vous en témoignent de cette importance accordée au financement d'accès au financement pour les différents tissus productifs nationaux. Très bien, très bien. Merci, Monsieur Lugbi.
Vous nous avez fait un petit rappel de la situation économique, macroéconomique en 2020-2021. Vous avez rappelé le climat de reprise qui a commencé, qui a été entamé, enfin plus ou moins de manière très poussée en 2022, notamment le deuxième semestre. Vous avez aussi invoqué des risques qui peuvent planer, notamment sur la partie sanitaire, et vous avez eu l'ensemble des programmes qui figurent dans le plan de relance économique du gouvernement. Je vous remercie et sans trop tarder, je m'adresse à M. Slimani. Monsieur Slimani, avant de vous faire réagir au programme gouvernemental ou à la version gouvernementale, à la lecture gouvernementale, si vous voulez, de cette loi de finances, je sais que vous aurez sûrement des points sur lesquels vous voulez réagir par rapport à l'intervention de M. Rugby, mais en tant que représentant de petites entreprises, l'organisation que vous représentez, je sais qu'elle comporte des entreprises de très petite taille jusqu'à la moyenne taille, beaucoup d'artisans, beaucoup d'opérateurs sur le secteur touristique, sur le secteur de transport aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre lecture de façon plus générale sur la loi de finances 2022 ou le programme de relance aussi, pour ne pas se limiter à la loi de finances parce que enfin, le soutien à l'économie ne se limite pas à un texte de loi. Allez-y, merci M. Slimani. Merci, Monsieur Amin. Bonjour, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation pour participer à ce webinaire sur la loi de finances 2022 et les PME et TPE. Je remercie Monsieur Rugby pour son intervention qui était vraiment générale, qui a abordé tous les avantages de cette loi de finances concernant les PME et les TPE. Effectivement, cette loi de finances, nous sommes très confiants et nous sommes très optimistes pour ces produits-là, le produit Intelaqa, le produit Força qui est un nouveau produit, ou Aurash qui est à ce jour-là encore ambigu et qui n'est pas encore clarifié pour nous. Alors, je voulais parler des PME et en général et des problèmes des PME. Tout d'abord, avant de parler du Covid et de la relance Covid, il faut savoir que l'accès au financement, il était toujours le souci des PME. Et ce n'est pas les programmes gouvernementaux qui manquaient. Vous avez parlé du programme Mokawelati, du programme des jeunes entrepreneurs. Nous avons eu plusieurs programmes dans le temps. Alors, nous, dans l'UGEP, on accompagne beaucoup de petites entreprises pour avoir ces financements-là. Et je peux vous dire que le problème, c'est la mise en œuvre de ces programmes-là. Le problème, quand on va chez une banque et frapper à la porte pour avoir ce crédit-là, il faut avoir, même s'il y a une garantie d'État, mais il faut avoir un minimum de critères qui sont internes aux banques. Par exemple, le programme Intelaqa, nous avons, alors puisqu'on nous accompagnons dans des business plans, nous aidons ces jeunes-là parce qu'il faut présenter au moins un dossier à cette banque. L'idée, vous avez l'idée pour l'entrepreneuriat, mais le dossier, le business plan, comment on va faire? Alors, nous accompagnons ces jeunes-là. Alors, quand on part chez une banque, je peux vous dire que c'est difficile d'avoir les crédits, sauf pour des métiers libéraux, par exemple un médecin qui peut avoir le crédit Intelaqa facilement ou un ingénieur, des métiers libéraux qui ont un minimum de garantie. Mais un jeune avec une idée innovatrice ou une idée qui n'est pas courante, je peux vous assurer que toutes les banques avec qui nous avons eu l'expérience, nous avons eu beaucoup de rejets, malgré à notre sens qu'il y avait tous les critères dedans pour avoir un financement à ce projet-là. Le produit Força, nous attendons ce produit-là et comment on peut accompagner ces jeunes et ces porteurs de projets pour les aider. Et encore une chose, nous avons Maroc PME ou Maroc Entreprise qui a un fonds qui est très intéressant pour l'industrie. Mais on revient toujours à des critères de base. Ces critères-là, ils éliminent beaucoup de TPE et PME pour avoir ce financement et de crédit pour pouvoir s'accroître. Et ça, le problème, il faut revoir
cette matrice de critères comment pour toucher le maximum possible d'entreprises et de TPE. Et aussi pour les PME, puisque c'est l'occasion d'en parler, il y a un problème de foncier. Le foncier pour une petite entreprise, il peut coûter la moitié de l'investissement ou les 2/3 de l'investissement. Aussi, en location, il coûtera la moitié des charges. Alors, c'est pour ça qu'il y a des incubateurs de start-up, mais c'est pour des start-up bien précises, les nouvelles technologies. Il faut avoir du foncier, l'accès aux entreprises, toutes confondues. Ainsi, pépinières pour l'industrie. C'est très important pour appuyer la relance des PME, les TPE. Nous avons l'accès au financement, nous avons le foncier et nous avons aussi, M. Rikbi, il a parlé de la préférence nationale et des projets d'État pour les TPE et les PME. Pour les projets d'État, ils peuvent être un handicap pour les PME et les TPE. Les délais de paiement, alors, ça dépend des administrations, je ne vais pas généraliser, mais les délais de paiement, ils peuvent causer une faillite pour une petite entreprise pour un seul projet parce qu'on a des délais de paiement qui sont très longs, de plus en plus longs. Sachant que le premier atout d'une petite entreprise, c'est le prix. Pas la qualité ou le nom ou la renommée. Certes, il y a un savoir-faire derrière, mais le prix. C'est quand un client ou un demandeur de service choisit une toute petite entreprise, généralement c'est pour le prix. Alors ces entreprises-là, ils font beaucoup d'efforts pour avoir des petites marges dessus. Et si on rajoute les délais de paiement et on rajoute tout ça, c'est la faillite totale. Alors, si on parle du Covid et de la relance de l'économie, l'action du gouvernement de ce fonds de 2 milliards de dirhams pour appuyer le secteur du tourisme, mais à notre opinion, elle a exclu des secteurs comme les agences de voyage, par exemple, qui travaillent essentiellement avec des groupes soit à l'étranger pour aller, soit pour venir ici au Maroc, ou aussi les traiteurs qui aussi souffrent de cette pandémie. Il y a des secteurs qui sont liés au tourisme indirectement qui souffrent de cette pandémie plus que d'autres. Mais généralement, tous les secteurs confondus, on souffre. L'année 2021, certes, c'est une année qui était une bonne année en macroéconomiquement parlant, mais c'est un cumul d'années 2020 et 2021 des travaux. Mais cette année 2022, c'est le vrai challenge pour nous tous pour pouvoir relancer la vraie économie. Et nous avons un autre problème qui est la hausse des prix. C'est un problème qui est pour les PME, les TPE, pour les marchés qui sont en cours. Avec cette hausse des prix, nous allons retrouver des entreprises en difficulté de plus en plus. Parce que la matière première, comme nous savons, il y a eu des hausses de transport de toutes confondues. Alors, je voulais parler d'un fonds régional à l'appui à l'investissement, mais ça reste toujours un investissement industriel. Ces fonds régionaux que certaines régions, comme la région de Fès Meknès et la Chambre de commerce de la région de Fès Meknès, ils l'ont implémenté pour appuyer l'investissement industriel dans la région. Nous saluons ces actions, cette initiative, mais je crois qu'il faut intégrer d'autres secteurs de services, des TPE, PME, pour pouvoir relancer sainement toute l'économie, toute la chaîne économique, toute la roue qui va tourner. Je vous remercie, monsieur. Merci, monsieur Slimani. Je rappelle que vous êtes aussi vice-président de la Chambre de commerce régionale Fès Meknès, c'est bien ça? C'est ça, oui. Je voudrais quand même vous poser une question sur. Alors, vous avez énuméré pas mal de carences ou d'insuffisances, si vous voulez, de nombre de choses qui entourent ou qui encadrent le travail d'une PME ou d'une TPE marocaine. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui permet plus ou moins d'être moins pessimiste, si on peut dire, si on peut l'exprimer comme ça? Il y a quand même
contexte de la couverture sociale et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, la généralisation de la couverture sociale. Je sais que l'organisation que vous représentez regroupe pas mal d'artisans et de petits entrepreneurs de menuisiers qui sont directement concernés par cette nouvelle réforme. Il y a la couverture sociale, il y a l'annonce, les promesses de remboursement du crédit TVA. Est-ce que finalement, il n'y a pas 3-4 éléments qui peuvent peut-être, en plus des programmes dont vous avez loué certains, est-ce qu'il n'y a pas certains points qui permettent aujourd'hui de, voilà, une PME marocaine, en général, c'est beaucoup de difficultés, mais aussi pour ne pas décourager les entrepreneurs marocains, pour ne pas décourager les jeunes entreprises, est-ce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour jeter des lueurs d'espoir en cette année-là? Alors, Monsieur Amin, je ne suis pas pessimiste. Alors, nous, en tant que syndicat, on demande toujours plus. C'est ça le principe. Mais en général, je peux vous dire que nous sommes très optimistes et nous sommes très confiants de la réussite de ce programme, le CPE, la couverture sociale, ce chantier royal qui était vraiment une nécessité qui était venue à temps. Ce chantier de la couverture sociale de tous les commerçants et tous les artisans qui va venir. Alors, et aussi ces programmes-là, ce sont des programmes, bien sûr, que l'État a fait beaucoup d'efforts pour avoir ces fonds-là dédiés, comme le fonds Intelaka ou pour Maroc PME, pour l'industrie, pour diminuer les importations, pour le Made in Morocco. Tout ça, c'est très positif, c'est des actions positives, mais nous cherchons l'excellence, c'est par nature. C'est pour ça qu'on demande, on a mis le point sur quelques imperfections, mais en général, nous sommes très confiants de cette relance. Nous sommes très confiants qu'avec ces secteurs, ces nouveaux secteurs d'industrie que le Maroc a ouvert il y a quelques années, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique ou l'industrie textile, avec tous ces chantiers des ports comme le port d'Akhla qui est en cours de construction ou le port de Kenitra qui va venir, nous sommes confiants qu'on aura une opportunité meilleure. Mais il faut toujours regarder ces petites entreprises, et eux, ces tout petits tisseurs, ces porteurs d'idées qui ne connaissent pas comment franchir, comment arriver à cette ligne d'arrivée de l'entrepreneuriat, de leadership. C'est pour ça que nous demandons plus au gouvernement, plus d'appui, plus d'accompagnement, plus qu'il soit plus à l'écoute. Et c'est ça ce que je voulais. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'accompagnement ou d'appui que vous demandez au gouvernement? Au-delà de la loi de finances, c'est l'idée de la question, au-delà des mesures fiscales qui peuvent être incitatives à un investissement, à un financement, quels seraient des scénarios que vous jugerez favorables ou des initiatives qui pourraient venir du gouvernement que vous accueillerez les bras ouverts? Alors, le Centre régional d'investissement, il faut en créer une cellule réservée aux TPE, réservée aux auto-entrepreneurs pour les accompagner. Dans les chambres de commerce, il fait ce travail avec l'AMPIC, avec bien sûr la création des entreprises, avec Maroc PME pour le soutien de l'investissement. Il y a aussi des formations continues. Le TPT, il peut faire plus avec des formations continues pour les commerçants, pour les gens qui n'ont pas ce niveau-là d'aller chercher une ingénierie de formation. Il faut les approcher pour les accompagner, pour pouvoir, par exemple, les nouvelles technologies ou la vente en ligne. Alors, si on n'approche pas ces commerçants, ces petits commerçants, comment ils peuvent évoluer dans la vente en ligne? On voit maintenant
technologie. On voit maintenant ce qui se passe à travers le monde, Amazon, Alibaba, AliExpress, ces grandes, on peut les avoir à petite échelle, à l'échelle régionale, à l'échelle préfectoriale. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements, il y a un grand chantier au niveau des TPE à réaliser, je crois encore. Merci beaucoup, Monsieur Slimani. Vous avez cité pas mal de points. Vous êtes revenu sur l'ensemble des programmes gouvernementaux, dont certains, vous avez salué certains, vous avez pointé quelques insuffisances de certains, vous avez évoqué le problème du foncier pour les PME en tant que problème majeur que rencontrent les entrepreneurs, la problématique des marchés publics aussi, et les accès et des délais de paiement, même si, à ma connaissance, il y a eu des réglementations qui ont été adoptées dans ce sens. Je crois que le délai de 90 jours pour les entreprises publiques. Vous avez parlé aussi de la tension inflationniste, la couverture sociale comme projet louable et certaines mesures qui peuvent être prises en compte comme le développement des activités de CRE vers plus d'ouverture aux PME ou encore l'intérêt porté sur les secteurs, je ne sais pas comment on les appelle, 2.0, et les nouveaux secteurs comme le e-commerce que vous avez cité. Merci beaucoup, M. Slimani. On revient vers vous tout à l'heure lorsqu'on va prendre les questions des auditeurs. Il y en a pas mal. Et il y en a qui vous concernent directement. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Entre-temps, M. Faiz, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de la commission fiscalité et douane à la Confédération générale d'entreprises du Maroc, la CGM. Alors, pour commencer avec vous, je sais que la CGM a exprimé une sorte de, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, un satisfecit des conclusions de la loi de finances 2022. Libre à vous de relativiser le mot que j'ai employé, mais dites-nous en gros ce que vous avez retenu de cette loi de finances et la question que j'ai posée aux deux autres intervenants, si au-delà des budgétaires, vous jugez nécessaire de prendre des initiatives de la part du gouvernement en faveur des PME, bien sûr. La parole est à vous, M. Faiz. Merci, c'est Amin Traoui. Merci, président de Bricham, Morocco, donc pour l'invitation. Donc, je suis moi aussi heureux de participer avec vous à ce webinaire. Alors, pour répondre à votre question, que je note effectivement par rapport à l'impression générale de la CGM en ce qui concerne donc l'apport de la loi de finances 2022. Alors, au sein de la CGM, je peux vous dire que l'apport de la loi de finances 2022 a été considéré globalement comme étant satisfaisant pour le secteur privé dans sa globalité. Donc, sans distinction entre TPME ou PME, mais pour l'ensemble donc de l'économie en général, surtout le secteur privé. Donc, ce qui nous a conforté dans les efforts qui ont été entrepris par notre institution, qui a pu jouer donc pleinement son rôle dans le processus de vote, bien sûr, à travers ses instances décisionnelles et son groupe parlementaire, donc vote de la loi de finances, puisque il a été donc à l'origine de plusieurs amendements, dont certains, bien sûr, ont été retenus par le gouvernement. D'ailleurs, voilà, plusieurs propositions ont été retenues dans cette loi de finances, ce qui nous donne donc beaucoup d'espoir sur la politique de relance que le gouvernement souhaite et envisage d'insuffler à notre économie, puisque le gouvernement vient d'arriver, donc c'est sa première loi de finances. Et nous avons donc beaucoup d'espoir pour que donc les mesures en faveur de la relance économique d'une manière générale et en faveur donc de l'encouragement de la création de richesses, de l'investissement et du développement de nos TPME soit donc une des priorités de ce gouvernement sur les 5 années à venir. Ainsi donc, au sein de la CGM, nous avons bien accueilli l'adoption de plusieurs mesures que je peux citer, notamment donc il y a la baisse de l'impôt sur les sociétés pour le secteur industriel qui passait de 28 à 26%, donc que nous saluons, et ce qui dénote donc de l'importance de la vision partagée entre la CGM et le gouvernement quant à la place que doit occuper le tissu productif industriel et son développement.
Nous avons noté également la baisse de la cotisation minimale de 0,5 à 0,4 que nous considérons comme étant l'amorce de la mise en œuvre de la réforme fiscale, et notamment les recommandations des assises donc, de la fiscalité de 2019, qui ont pris donc du retard à se mettre en œuvre, à cause bien entendu essentiellement de la pandémie. Il y a la reconduction de l'exonération d'hier pendant 36 mois que nous avons également noté avec satisfaction en ce qui concerne les premiers recrutements. Même si nous avons donc demandé à ce que cette mesure soit une mesure permanente pour inciter toujours au recrutement des jeunes, et ça concerne bien sûr le recrutement par toutes les entreprises, mais c'est surtout les TPME et les PME qui sont créateurs d'emplois, puisque les statistiques le prouvent. Donc, vous avez tout à l'heure donné des statistiques. Ce que nous avons malheureusement, c'est que nous avons dans le tissu productif encore le secteur informel qui pèse encore lourdement. Mais sinon, les créations d'emplois, elles se font beaucoup plus dans les TPME que dans les grandes entreprises. On a noté également l'adoption d'autres mesures qui sont relatives à la dynamisation de l'investissement, qui a été également une forte demande de la CGM, et qui ont été bien, mesures qui ont été bien reçues par nos membres, qui aspirent bien sûr avant tout à un retour rapide à la situation d'avant-crise et avoir plus de visibilité pour pouvoir donc investir donc à l'avenir. Et je citerai deux mesures qui vont dans le sens de la dynamisation de l'investissement. La première, c'est bien entendu la baisse du seuil de 100 à 50 millions de dirhams pour les conventions d'investissement, et ça concerne surtout l'exonération en matière TVA et droits de douane. Ce qui va rendre donc ces conventions accessibles pour nos PME qui peuvent avoir des investissements qui dépassent les 50 millions de dirhams. Et il y a bien entendu l'abattement de 70% sur les plus-values de cession d'actifs, qui donc un abattement au profit de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en dépit bien sûr de son caractère temporaire, puisque c'est une mesure dérogatoire qui ne s'applique que pour l'exercice 2022, mais nous espérons que l'expérience et l'impact de cette mesure 2022 pourrait donc permettre au gouvernement d'apprécier l'opportunité effectivement de la reconduire ou de mettre d'autres mécanismes incitatifs en faveur de l'investissement pour les années à venir. Nous pensons donc et espérons que ces deux mesures contribuent donc à donner une nouvelle impulsion à l'investissement privé qui est créateur bien sûr d'emplois et de valeur ajoutée. Et sur un autre chapitre, nous avons noté également la remise sur les pénalités et majorations pour défaut de paiement qui a concerné un seul secteur, c'est l'entreprise, c'est le transport touristique, même s'il était espéré bien entendu pour d'autres secteurs toujours en difficulté, notamment tout le secteur touristique et les activités culturelles, mais tout ceci dégage bien entendu l'esprit de partenariat et d'appui que le gouvernement porte pour le secteur privé. Donc nous saluons toutes ces mesures avec l'optimisme bien sûr qu'elles portent, mais nous gardons le cap sur les objectifs fixés par le nouveau modèle de développement, qui sont des objectifs assez ambitieux, et bien sûr la mise en œuvre par le gouvernement des dispositions de la loi cadre qui a également fixé les grandes lignes, les orientations que doit suivre effectivement le processus de mise en œuvre de la réforme de la fiscalité à l'horizon 2025. Voilà donc ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne l'impression générale de notre Monsieur Faiz, justement, vous... 2022. Comment? Pardon? Je vous remercie. Vous me rendez facile la tâche d'effectuer une transition parce que ma prochaine question elle devait être sur les. En fait, vous venez d'invoquer le nouveau modèle de développement dont les recommandations ou les préconisations vont à un horizon de 2030. Alors, ma question, c'est. C'est même 2035, jusqu'à 2035. Il y en a pour 2025, il y en a pour 2030, il y en a pour 2000, il y en a
pour tous les désirs. Moi, ma question, c'est dans un contexte de crise sanitaire qui continue, je rappelle qu'on voit toujours pas le bout du tunnel. On entendait déjà il y a un an cette même espérance, mais la situation ne s'éclaircit toujours pas. Et ma question, elle est la suivante. Est-ce que finalement les mesures de soutien à l'économie, dont certaines ont déjà été prises au Maroc, est-ce que ne doivent pas être étalées au-delà de 2022? Par exemple, il y a des pays européens qui, je crois même le Royaume-Uni, au Royaume-Uni, on a prolongé la durée de remboursement des prêts garantis par l'État à 2027 ou 2026, si ma mémoire est bonne. Je ne vous demande pas si le Maroc doit faire pareil, mais est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer à… Bien, on se félicite aujourd'hui de l'adoption d'une loi de finances assez novatrice, c'est tout à fait louable, mais est-ce qu'on ne devrait pas peut-être penser à prévoir déjà des mêmes mesures ou le même degré de soutien, d'implication du gouvernement dans l'économie pour les années à venir? Moi, je pense, notre espoir, c'est qu'on puisse sortir rapidement de cette crise et que ce soit derrière nous, parce que ça, c'est l'objectif et c'est l'espoir de tous. Nous sommes optimistes, effectivement, d'après les annonces aujourd'hui sur le plan international, sur le plan par l'Organisation mondiale de la santé, par les autorités aujourd'hui même sanitaires marocaines, que nous avons beaucoup d'espoir pour qu'on puisse sortir le plus rapidement, dans 1-2 mois, qu'on puisse sortir de cette crise et que la pandémie devienne tout simplement une maladie normale comme toutes les maladies et qu'on puisse revenir à notre vie normale et que l'activité reprenne normalement, c'est la meilleure solution. Maintenant, je pense que les mesures d'accompagnement, aujourd'hui, quand on a parlé du plan de 2 milliards qui est destiné au secteur touristique, ça veut dire que le gouvernement, il continue toujours à soutenir les secteurs qui continuent à souffrir des effets de la crise. Et tous les secteurs qui continuent à souffrir des effets de la crise ont besoin d'être accompagnés et d'être aidés, parce que nous n'avons pas intérêt à perdre les emplois qui seraient difficiles de récupérer plus tard. Donc, je pense que le gouvernement est conscient. Il prend des mesures au fur et à mesure que la situation l'exige. L'exemple de l'enveloppe aujourd'hui de 2 milliards qui a été annoncée pour soutenir le secteur touristique en est une illustration. Et je pense si les choses continuent et ne s'améliorent pas et qu'il y ait d'autres secteurs qui se trouveraient en difficulté, je pense que le gouvernement n'hésiterait pas à assumer sa responsabilité et à faire l'effort nécessaire pour sauver le secteur et les entreprises qui le composent. Très bien, merci. Alors, je voudrais vous emmener, si vous le permettez, sur un autre terrain, mais tout en restant sur les PME, la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Ma question est s'il n'y a pas, enfin, on a parlé de l'action du gouvernement, de l'action qui devrait continuer par rapport au soutien aux PME, mais est-ce que finalement il n'y a pas un besoin de solidarité entre entreprises, entre grandes entreprises, petites entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire aussi ou à demander aussi aux grandes entreprises? Je vous pose cette question parce que je le marché marocain, vous avez été confronté à plusieurs catégories d'entreprises. Est-ce que les entreprises, les PME ne gagneraient aussi pas à être soutenues en matière de financement, de paiement, de financement de la recherche et développement? Il y en a certains qui vous diront aussi qu'ils subissent de la concurrence pas toujours loyale de grands groupes. Je voudrais savoir quelle est votre lecture de cette perspective de solidarité entre entreprises qui consisterait à soulever chacune des catégories dans un effort de solidarité nationale, notamment en période de crise. Moi, je pense que nos entreprises ont toujours montré leur solidarité quand c'est nécessaire. Ça a été exprimé dans tous les cas au niveau des
des institutions, des représentants de la CGM à maintes reprises. C'est pas la première fois d'ailleurs. Je vous donne juste à titre d'exemple, quand on a institué sur le plan fiscal la progressivité de l'IS, ça a été une demande de la CGM au profit des petites et moyennes entreprises. La CGM à l'époque, il avait même demandé à ce qu'on augmente le taux de 30 à 31% et baisser le taux de 10 à 10 et 20% pour les TPME. Donc, c'était une sorte de solidarité. Quand il y avait la même chose pour la contribution sociale solidarité qui était instituée, la même chose en 2013, et n'avait concerné que les grandes entreprises, puisque seules les entreprises à l'époque qui faisaient plus de, à l'époque, je pense à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était 50 millions de dirhams. Après, la deuxième qui est venue après, c'était pour toutes les entreprises qui faisaient plus de cas. Avant, c'était sur le résultat net comptable, c'était 50 ou 100 millions de dirhams, c'était que les grandes entreprises. Depuis 2016, 2017, c'est toutes les entreprises qui réalisent plus de 40 millions de chiffre d'affaires, de 40 millions de résultats fiscaux. Donc, il y a aujourd'hui, même cette année, elle a été encore reconduite l'année dernière et cette année avec un taux même qui atteint 5%, c'est de 1,5 à 5%, et ce que pour toutes les entreprises qui font plus d'1 million de résultats. Donc ça, c'est une solidarité qui a toujours été exprimée effectivement avec plus de contributions de la part des entreprises pour alléger les contributions des petites et moyennes entreprises. Maintenant, cet effort solidarité, qui est une action nationale et citoyenne à laquelle adhèrent toutes nos entreprises, elle doit être une action globale, généralisée et pérenne à travers la réforme fiscale. C'est ça ce qu'on demande aujourd'hui. Il faut que cet effort de solidarité, il doit se manifester d'une manière cohérente et globale et généralisée et de façon pérenne à travers le système fiscal lui-même. C'est-à-dire que le système fiscal, il doit être conçu pour instituer des règles et des taux qui font qu'il y ait une solidarité entre les différentes entreprises, comme également une solidarité entre les différents citoyens en fonction des contributions des uns et des autres. C'est ça le principe même de la solidarité. Quand on institue l'impôt progressif pour les personnes physiques, on dit plus le revenu est élevé, plus le taux est élevé. C'est une sorte de solidarité qui existe entre les gros revenus et les petits revenus. Donc, c'est-à-dire entre ceux qui gagnent plus et ceux qui gagnent moins. Et quand on exonère ceux qui ne payent pas d'impôts, c'est une solidarité puisque finalement, la charge publique, elle est assumée par ceux, effectivement, qui ont plus de revenus. Donc, il y a toujours une sorte de solidarité, sauf qu'on veut que le système fiscal, cette solidarité, ne soit pas une solidarité à laquelle on fait appel toujours à titre exceptionnel, parce que ça ampute parfois et d'une manière imprévisible à la fois la capacité d'investissement des entreprises et leur visibilité pour l'avenir. Voilà, donc si vous parlez par rapport à la solidarité que de la contribution sociale, je dis que la contribution, c'est une mesure temporaire pour nous qui a été dictée par une conjoncture aujourd'hui internationale et nationale exceptionnelle et qui ne doit pas avoir pour objectif de fragiliser les entreprises qui peinent donc à préserver les emplois et l'activité et à amputer donc durablement leur compétitivité et leur capacité d'investissement. Donc nous pensons à la CGM que la relance est amorcée pour la plupart des secteurs aujourd'hui, en dehors de secteurs bien sûr hors tourisme, secteur culturel et quelques activités qui sont liées à ces secteurs. Je pense qu'il est temps de penser aujourd'hui à des solutions fiscales pérennes qui garantissent un développement durable et constant pour notre économie et pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, petite ou moyenne ou grande. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Faiz. Vous nous avez fait un tour d'horizon, un grand tour d'horizon sur les mesures de soutien apportées par le gouvernement, sur la vous avez énuméré les régimes fiscaux, le retour attendu sur l'investissement. À la fin, je vous ai interpellé sur la question de solidarité entre entreprises. Vous avez souligné le fait qu'elle devrait être pérenne et institutionnalisée, si je puis dire. Et merci beaucoup. Merci, ça a été très riche comme intervention, tout comme les autres interventions. Now I'm switching to English to address Mr. Andrew Henley, who's
joining us from the UK. Andrew, thank you again for accepting our invitation. You're president of the Institute for Small Business and Entrepreneurship. So we've heard so far from diverse Moroccan actors, diverse profiles. We had a representative from the government, we had a representative from small businesses, and a representative from a corporate federation. So now, and as it is the tradition in the British Chamber of Commerce, we every time we try to hear from both views from both Morocco and the UK. So could you just run us through the British experience with or SMEs experience in the UK with while coping with the pandemic, and how has been the response from the government? How are British SMEs coping with the post-Brexit situation? And we'd also like to know more about the SMEs, the British SMEs ability to exceed and to enter new markets, especially developing markets as Morocco. The floor is yours. The floor is yours. Thank you again, and I yield back to you. Thank you. Thank you very much, Amin, and thank you very much to the President and the members of the Chamber for inviting me to speak to you. So I think you have, yes. So I'm currently the President of the Institute for Small Business and Entrepreneurship, which is our leading sort of academic and practitioner body on small business and entrepreneurship. We do a lot of research across our large membership. But my day job, if you like, is Professor of Entrepreneurship and Economics at Cardiff University in Wales. So I'd like to speak about three aspects of the challenge. I think I called this something like a perfect storm facing the moment in the UK. And the challenges they face, of course, are recovery from the impact of the pandemic, which I'll say a little bit about. And I'll say a bit about how the UK government and regional governments have been trying to support SMEs. Addressing the changes in the UK's trading relationships, and of course the impact of Brexit and the impact that potentially is having on SMEs, although I think we are still yet to see the full effects of that. And then I want to talk about what my colleagues at the UK's Enterprise Research Centre, who I work quite closely with from time to time, what they're calling in their latest report the triple transition problem that SMEs face: the transition towards digitalization, the adoption of net zero carbon business in order to address climate change, and particularly the third problem that I'm also particularly engaged in my own work is addressing low productivity. So if you could move on, next slide. So if we have the next slide. Oh, is it stopped? Got stuck. Anyway, three areas of support that the government has been using to support small businesses, particularly through the pandemic. Financial support, which I'll say a little bit about. Employment support, sort of supporting those businesses that are not able to trade and not able to employ their workforce, but in order to support them to maintain their employment levels. And then I want to say a little bit about small sole trader support. So in terms of financial support, I'm not sure the slides are going to come back or not, but in terms of financial support, there are a number of schemes that the UK government is operating. A business interruption loan scheme, which operated until last March, which provided up to £5 million for an SME, small business, operated through commercial lenders but underwritten by the government with the first 12 months of interest free. A scheme called Bounce Back Loans, which were even smaller for micro businesses up to £50,000.
with 12 months free of repayments and interest. And then more recently, because the pandemic has extended further than we thought, and the latest wave that we've been through with the so-called Omicron variant, a targeted recovery loan scheme. Now, in total, that amounts to about £70 billion worth of financial support, but it has all been in the form of loans rather than grants. And that's a lot of money. Sorry, Andrew, we're just having a little issue with your presentation. It's going to be displayed in the next slides. I'm sorry if you just could keep going while it comes back. Okay, I'm sorry for that. Yeah, that's fine, don't worry. I think the £70 billion total financial package over the last 20 years has been in the form of loans to large and small businesses, but much of that has gone to SMEs. But one of the issues that's starting to emerge is that some of that lending may have been fraudulent, and some of it, of course, as with any economic intervention, there will always be a deadweight loss, in the sense that some of that lending will have been to firms that were already maintained a healthy position and were able to substitute this subsidized lending for other forms of capital that they might already have in their business. But there is a suggestion that possibly as much as £6 billion of this loan support could have been obtained by non-existent businesses or fraudulent businesses, and that's a sort of political an element of scandal that's starting to emerge, and it's a challenge that I suspect many countries have faced, because it represents the cost, if you like, of rolling out a very comprehensive support very quickly for businesses. But there are always going to be costs in terms of not being able to police and enforce those schemes as effectively as you would like. The second area of support is employment support, and there the scheme, the formal title of the UK scheme was the Coronavirus Job Retention Scheme. It's been colloquially known as furloughing, and many countries have adopted this approach. Early on, at the peak of the pandemic, so in the spring of 2020, the numbers of workers in the UK who were actually being paid to be furloughed, to be not at work, was 30% of the total workforce, a very, very large proportion. So you can imagine this was an extremely expensive scheme. That number has tailed off now as the scheme has dropped. It was supposed to have been phased out completely in the autumn, but I think that for some businesses it is still available. I think we're on about slide 5 now. Yes, slide. Okay. So that scheme is still has had to be extended again. This slide, that's right, because of the Omicron wave. There is still some support for businesses that have had to suspend some of their operations. It's also been tapered out, which was unpopular with many SMEs. So initially the scheme paid for 80% of wages, but up until last summer. But then the government announced that it would be tapered down to 60%, and that over last summer, particularly for those sectors that were still being shut down, particularly in the creative, leisure, cultural sectors, actually there was a lot of unhappiness about that, because they felt that, well, you're still imposing restrictions, not allowing us to open, but you're expecting us to pay a higher contribution of our employees' wages. And then the third area I'd like to just briefly mention, because it's an area that I've done a lot of work on myself, is the sole trader, or I think the French phrase is auto-entrepreneur. So this, what we call the self-employed. The next slide then, or are we stuck again? So that there was this particular, that's right, so the particular scheme for the self-employed, which operated in the form of direct grants, so not loans but grant payments, because many of these sole traders or micro entrepreneurs faced complete loss of business, and they were able to claim a number of grants up to £7,500 each time. The problem has been that although the scheme has supported something like 2.9 million self-employed people across the UK, there were 1.8 million
who were ineligible for various reasons. The biggest reason why they're ineligible is because they had only recently started their businesses and did not have sufficient evidence of their annual accounts that to form the basis for the application for the grant. And some of the figures there, the average amount paid each time was around about £2,900. And you can see that the total number of individuals supported there, 2.9 million. But it has been quite a challenge, and there's been a lot of unhappiness about the operation of that scheme amongst large numbers of the self-employed because they were excluded from it. We move on to the next slide. So looking at sectors which were particularly hard hit, those sectors which were hardest hit were probably what we would describe as face-to-face services, the ones that rely on delivering services to people in person. So restaurants, retailing, tourism, leisure services, creative and cultural businesses, theatres, for example, or professional musicians who simply were not able to conduct their business. And if you were, we've done some, with colleagues have done research on this. This is some analysis from one of our leading small business surveys, and you can see there the sectors which were hardest hit. Manufacturing did well because manufacturing was allowed to continue. But of course, manufacturing is only around about 10–11% of the UK economy now. 80% of the UK economy and 80% of SMEs are in fact in these different service sectors. You can see the big impact on wholesale and retail, so shops effectively, particularly there. And that is simply a consequence of lockdown, but it's also a consequence of consumers switching away from going out to buy things to ordering on the internet and having things delivered to them. And that is possibly a permanent shift in the way that consumers are behaving that will affect businesses in this sector for some time to come. So if we move on, next slide. So my overall assessment is that I'd say, well, if you just briefly look at who recovered better, small businesses in the sort of 10 to 50 size band, because they tend to be more agile. So they seem to have done better than the very smallest micro businesses, but also better than some of the larger businesses because of agility. Businesses which are professionally managed rather than family owned, better networked, better skills amongst their managers have done better. Younger businesses have not done as well, probably due to lack of capital or lack of experience. And those who were already innovative businesses engaged in innovation have weathered the pandemic better because they have already an established record of innovating, and therefore they were able to pivot their businesses, pivot their business models to the circumstances, for example, moving to online trading. Now, we worried a great deal, particularly amongst the micro entrepreneurs, the self-employed, that female owner managers would be particularly disadvantaged because of their concentration in sectors that were going to be very heavily hit by lockdown restrictions. But actually the damage there doesn't appear to have been as bad as we might have thought initially, which is, I guess, a good news from the point of view of encouraging diversity amongst our entrepreneurs. So next slide. And I think my overall assessment is that the UK government schemes have been very successful, but they have been very expensive. And now we are having political discussions about fiscal retrenchment, taxes rising on businesses in order to recover some of the cost of these very expensive programs. And I've talked about emerging evidence of loss or fraud on these schemes. There has been a difference of approach across the UK. The UK, of course, is made up of 4 nations, England being the largest, but also Wales and Scotland and Northern Ireland. The different UK nations have adopted different assessments of this public health economic trade-off, and therefore they have been generally away from England, in Wales, Scotland and Northern Ireland. They have been more cautious about allowing businesses to reopen, and that has created some differences in the experience of SMEs and some tensions.
And I particularly point to long-term, potentially long-term damage to our creative and leisure sectors and the loss of entrepreneurial potential, because in fact the numbers of self-employed micro entrepreneurs has fallen by 750,000 in the UK, which is a very large number. It represents about 12 or 13% of the total number of the self-employed. So we can move on to the next slide. I'd like to talk now about briefly about Brexit and trade. Of course, aside going alongside, other things are happening, and I think if we had perhaps had some foresight, we probably wouldn't have wanted to choose to have a pandemic and Britain ending its membership of the European Union at the same time. And many economists think that the longer term impacts of Brexit will be far more severe for SMEs than the pandemic. So it's dramatically changed our trading relationships, and we've had to learn very quickly that there is no such thing as frictionless post-Brexit trade. We've seen the imposition of significant levels of bureaucracy, even though we have a zero tariff agreement with the European Union. We now still have a lot of bureaucracy, a lot of customs checking, non-tariff barriers, which didn't exist before, because small businesses were simply used to sticking stuff on lorries and trucking it to France or to Germany, or posting it, sending it through couriers, and there was literally absolutely no paperwork, no restrictions, no taxes whatsoever. And now, for many SMEs, particularly if the level of international trade they're doing is very small, they have simply given up. So, for example, hearing a few days ago about a cheese maker who sells British-made cheese, locally made artisanal cheese to consumers abroad, the price of sending a small package of cheese to a consumer in the European Union has quadrupled simply because of the costs of shipping and the costs of compliance with all of the food checks, and particularly foodstuffs have been hit hard. Now, we've seen new trade deals being arranged. Many of these are actually replacing the arrangements that we would have had anyway with third countries as part of our membership of the European Union. But I was very pleased to hear discussion before the webinar started with friends in Morocco that actually the volume of trade between Morocco and the UK has increased significantly, and that is encouraging. There are instances of trade starting to develop, trade links, but I would say that I am, a note of caution here is to say that I think that the models that economists use about trade, what we call gravity models, are correct in the sense that it is easiest to trade with your nearest neighbors geographically, and therefore hoping that we will start to significantly improve our trade volumes with, say, Australia, which is where our foreign secretary has been in the last week, is optimistic. There's the Irish border issue, which is unresolved, and don't think I want to go into that in detail, but you'll be aware that that's created some really big challenges, and they were entirely predictable challenges. It's probably unresolvable, actually, so I don't really know how this is going to pan out, but it is resulting in diversion of trade between Ireland directly to France, and that's having an impact on where I am in Wales because it's damaging our ports. And there are supply chain issues. We've seen a number of drivers of the problems in our supply chains. The pandemic has caused disruption, but of course the new border checks that I've talked about. And then on top of that, we have some geopolitical instabilities at the moment, which are significantly affecting energy prices and causing really big problems for small businesses because of rising energy costs. And we don't know whether they are going to be settled quickly and energy prices are going to be restored. Is it a short-term phenomenon, or are the tensions between Russia and Eastern Europe going to persist for much longer? So, as I've mentioned, the smallest SMEs may have actually given up on international trade because of some of these high fixed costs. And also labour shortages. Now, our departure from the European Union has allowed the UK to adopt an independent migration policy, very controversial issue, politically controversial in the UK. And I think people have been rather surprised by the impact that it's had, because, of course, we've seen a lot of migrant workers return back to their original European countries. We've seen, and
we've seen really big challenges in terms of recruiting, and the government have had to step in and make exceptions to the policy that they had announced, which was going to restrict migration to very high skilled workers. They've had to restrict that. One of the areas they've had to relent is around truck drivers, because we actually had a real problem in the autumn that we just didn't have enough truck drivers, and that was contributing to some of these supply chain issues. So we move on to the next slide. And I want to talk about the triple transition issues. There's a story in very recently about the loss of business through Welsh ports. So then move on to the next slide. And I'll talk about what I call the triple transition. So the first challenge, the first transition issue for SMEs is digitalization. And the pandemic, if anything, has accelerated the pivoting, the changing of business models towards the increased use of digital technologies. We are here talking video conferencing, using a tool that many businesses, many people at work were not using at all 2 years ago, and now everybody is using. But I mean, this is just one example of how digital technologies are opening up new opportunities, but at the same time, they are a challenge for many businesses. Now, a lot of the innovation that's been adopted is not necessarily new to market innovation. It's simply firms saying, well, we're going to have to adopt and incorporate that new technology into our business, even though it may well have been successfully developed for some time. But that still presents challenges because it requires skills, it requires the ability to absorb new knowledge, and some SMEs are better at that than others. In the UK, SMEs have lagged in digital adoption because of what I call the low absorptive capacity, the limited capacity that they have to take on new technologies and really take advantage of them. Skills weaknesses. In the UK, we've relied on a model which has focused on low-cost labour and limited capital investment, and as a consequence of some of the changes I've already been talking about, Brexit particularly, we are going to have to move much more to thinking about how we use skilled labour and possibly then improve levels of capital investment to take advantage of that skilled labour and move to a more skills-focused, high capital innovation model of business rather than a kind of low skill but labour intensive form of business. And the appropriateness of business support activity, particularly investing in digital infrastructure does not guarantee that it will be used. So obviously it's important to wire up businesses, and there are still businesses in rural areas in the UK who struggle because they do not have good internet access, businesses not very far from where I'm speaking to you from, for example. Wiring up businesses doesn't imply that they will use that technology. They need also to have the support to take advantage of that. And we have got schemes emerging. A big scheme is being rolled out at the moment across UK universities called Help to Grow, which is supporting business leaders to become better skilled. But there's also a particular scheme which is providing them with grants to support digitalization. And then there's the question of technology-enabled remote working or home working. We've all got used to having to work remotely in the pandemic, and some economists, some commentators, researchers are saying that this is here to stay, looking particularly at North America perhaps. We don't know. We really don't know at the moment as to whether businesses are going to bring their workers back into the office or not. If they don't, that is going to damage some of our city centres permanently, because we will see the sort of lunchtime, daytime economy in these cities where there are restaurants and cafes and other business taxis, for example, that are providing services that workers use during the day at their place of work that they are not using because they are not leaving their homes, they're staying at home to work. And workers generally like being at home, but employers are not necessarily certain as to whether it makes them more or less productive. Some say it does, some say it doesn't. Let's move on to the next slide. How am I doing for time? The second area of transition is net zero.
I don't want to say too much about this, but it's a really important issue. Small businesses, again, have to grapple with having to rise to the challenges of moving towards low carbon or zero carbon ways of doing business. And that requires SMEs to become more aware of these challenges. But at the moment, they may not simply have what I call the bandwidth to do this. They just are too busy working out how to survive the pandemic and working out how to cope with our changing trade relationships than they are about having to think about the longer term challenges around moving their business so that it's less carbon intensive. It's all to do with the values of the leadership of the business owners and their motivation. It may also be promoted by pressure from customers. But businesses, SMEs, generally think that the cost of implementation is the most significant barrier. They see this as a cost. I am going to have to incur costs in order to comply with the government's expectations around moving towards zero carbon. So are they engaging and actively seeking out the opportunities, or are they simply, adopting because it's a compliance culture? Again, there really is a need for improved business advice and support. This cannot happen without the government stepping in and providing appropriate advice and support, and possibly also finance to help. And the third area, moving on, next slide, is productivity. The UK has a real difficult productivity problem, summarized in this chart here. After the global financial crisis, productivity in the UK has stagnated. It has slowed down in other countries, but the UK has a particular problem here. So you can see, if we had productivity had continued to grow on trend, we would now be 20% higher, 15–20% higher than we are now today. And it's creating a growing productivity or competitiveness gap for the UK with our competitor economies, notably Germany, the United States, other European countries. I'm sorry, Andrew, do you have any explanation for this trend? Why is the UK productivity I could stay all night discussing this. I'm a member of a very, very big research institute that has been formed in the last year to try and look at this problem. There are a lot of issues, and I may touch on some of these in a moment. I think from the point of view of SMEs, it could be around low capital investment, that they need to invest in capital because it is capital that makes workers productive, equipment. It's around the quality of leadership and management. Some of it may be that it's actually a measurement problem, and that as businesses become more and more digital, we're not actually measuring these things as well as we used to. And then there are other issues around, well, another important issue is skills. We need to upskill our workers further. And then there may be issues around infrastructure. Our businesses being supported by, good quality transport infrastructure, digital infrastructure, etc. I could talk for a long time about that. If you move to the next slide, you'll see why it's a particular issue for SMEs. So small businesses tend to be less productive, and we have what in the UK is called a long tail of low productivity firms. So people worrying about this is a slide from the former chief economist of the Bank of England, our central bank, who's particularly spoken a lot over the recent years about this long tail. What do we do about the long tail of low productive small firms? Some people say don't worry about it, because the forces of competition, the market, will in due course force them to become more productive or to simply stop trading. Other people say, no, we need to intervene. We need to particularly take some of these smaller firms that are in the middle of the distribution and try and push them up so that they look more like the medium and the large firms. Now, in the context of the challenges I've already been talking about with Brexit and things like that and innovation, what we do know, and my own research has showed this, is that micro businesses tend to be more productive if they are innovating and if they have the discipline of seeking export markets. So if we have problems that are stopping them innovating and we have
changing trade relationships that are discouraging from exporting, then we have another problem, a challenge. You know, this is not going to go away quickly. Is the point I'm making. So, and then the third aspect. Sorry, there's the sort of gap. There's the micro business problem, and then the third aspect of policy that I'll touch on this. If you move to the next slide, is that productivity is quite good in London, but it is much worse in the outside London, in, well, Wales particularly, Northern Ireland. Some of these regions further away from London have very big productivity gaps, not only with the rest of the world, but with London as well. And this is where, if you had paying any attention to the UK policy debate at the moment, the word that we keep hearing all the time in the discussions around economic policy at the moment is levelling up. The government is committed to levelling up the UK by helping these lagging regions to catch up. But they really are not putting the levels of resource that are required to achieve this. And the levels of resource to cause all those lines to rise up so that they meet London is really very, very significant indeed. And in the past, we've relied on, some of us in Wales, for example, and in the northwest of England, we've relied on European Union structural funds. We've relied on the European Regional Solidarity Funds. We don't have that anymore. And we're not sure whether that's going to come back through the government, the UK government allocating those funds or not. There's a lot of uncertainty there. And the UK's inequality of productivity is much, much higher than in most other countries. And that raises some interesting and important questions about institutions. Do we have the right forms of local government? Do we have the right kind of business involvement in those local government structures that will help develop better ecosystems for small businesses in these lagging regions? So I've finished, and I think we're over time anyway. So last slide, and I'll just summarize. So to really want to say is that what the challenge we face is one of achieving digitally enabled, environmentally sustainable, sustained productivity growth, but in a less open economy, which is recovering from the biggest economic shock that we've had since the Second World War. So just a little problem then. So thank you very much indeed. Thank you so much, Andrew. That was very enriching. I'd like to ask you a question, and there is also one of the questions that that came often into the audience's questions is the global question, the general question is how to bring up the level of trade between Morocco and the UK. But I was surprised to learn that one of your points was that many enterprises, many businesses are maybe giving up international trade because of Brexit. But the way we see it here in Morocco is almost the opposite. We see it as an opportunity because we think that the fact that Brexit has happened, it may cause a breakup in trade between the EU and the UK. That's a fact. But the way we see it as a non-UK country is we can take profit from this situation. So it was a bit disappointing hearing you saying that some businesses are giving up on international trade. What do you think on that? I think they're the very smallest businesses where perhaps they're only perhaps they've had 10 or 20% of their turnover coming from exports. I think those small businesses that have already got significant export activity, and particularly those businesses that have learned how to export outside the EU, and there are lots of small businesses, small manufacturers who are producing, you know, high quality niche products. They know how to do this, and they've found this transition easier. And I hear other examples of businesses who are saying it hasn't affected us because the majority of our trade was outside the EU and we had to do all of this already. So we knew how to do this. We knew how to fill the forms in. We knew how to make sure that we'd done all of the right checks.
So I think it is the very smallest businesses, and maybe from the point of view of Morocco, perhaps that's not something you should be worrying about. I mean, one positive thing coming off the pandemic, one of the things we've seen over the last 2 years is, of course, British people have not been able to travel, even though they want to. And so we've seen a sort of substitution of people taking their holidays in the UK. Now that has been good for some small British businesses, tourism businesses, leisure sector businesses, people who've got, you know, a small business operating you know, a holiday facility or something like that. But I think you will see over some discussion earlier about tourism, and I think we will see a very, very large bounce back in international tourism in the UK in the next year. So I think there's a big, and of course, if British people to travel to Morocco for tourism, that's an export. That's us exporting to you. It is, yeah. And so I think, you know, that's one area where if I were offering advice, and I hesitate to offer advice, but I would say that that's a sector that you should really be focusing on particularly. But there may well be other sectors, and it's encouraging to know that, because, you know, I'm kind of listening to one side of the picture, but perhaps not hearing the full picture. So I'm just simply reporting what I hear, but I don't think that's all the story. I think there are other businesses who are looking, you know, well-run businesses who are seeking to expand their business, seeking to find new markets, and figuring out how to do that. And that is what offers you opportunities, I think. Thank you, Andrew. Thank you so much for your contribution. Let me switch to French again. Monsieur Stephen Orr, je ne sais pas si vous avez une question sur laquelle vous voulez réagir, peut-être globalement sur la reprise économique et la place des PME au Maroc, ou peut-être une de vos expériences avec Spirit Aerosystems en soutien aux PME, ou juste une lecture, ou peut-être votre interaction régulière avec les PME marocaines. Allez-y, on vous écoute. Merci. Mon grande expérience est dans le secteur aéronautique. Je suis vice-président de Spirit Aero. Et dans le secteur aéronautique, c'est vrai que 80% de tous les chiffres d'affaires, c'est le PME. C'est pas le Airbus ou Boeing, ils ont en haut, mais 80% c'est le PME. So, c'est très important pour supporter le PME dans cette période très, très difficile. Le secteur aéronautique, ils ont souffert beaucoup aussi à cause de la pandémie. Et aussi avec l'enjeu avec le 737 MAX aussi avec Boeing. So, ils ont vécu une autre perfect storm, comme Andrew l'a dit au début. So, pour moi, c'est très intéressant ce soir pour entendre toutes les choses qui ont été faites pour le PME sur le côté marocain et sur le côté Royaume-Uni aussi. Et tu peux voir, tous les pays, ils prennent le même type d'action pour supporter le PME parce qu'ils comprennent bien, c'est super important. Sans le PME, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ni aéronautique, ni tous les secteurs. C'est très dépendant sur ça. Je pense sur le dernier commentaire d'Andrew aussi et ton question, qu'est-ce qu'on peut faire entre Maroc et Royaume-Uni? Je pense que c'est un grand potentiel. Je vois beaucoup d'intérêt. Nous, à la Chambre, on a reçu beaucoup d'intérêt sur le côté Royaume-Uni et aussi sur le Marocain qui cherche les opportunités avec le Royaume-Uni aussi. Et pour moi, on a besoin de regarder la synergie entre tous les deux. On avait créé la première ligne de logistics, United Seaways, qui a commencé une ligne directe par bateau entre Sud-Angleterre et directement à Tanger. So, ça, c'est un grand succès et c'est déjà plein. Et j'espère qu'on va voir un deuxième, troisième, quatrième après. So, la ligne de logistique, c'est très important. Et aussi, mais on a beaucoup de choses à faire sur le marketing. Nous, au Maroc, on a besoin de faire plus de marketing à Royaume-Uni pour c'est quoi l'avantage de Morocco. Mais pour moi, j'ai dit ça beaucoup de fois, c'est pour créer le partenaire. Si je suis à Royaume-Uni, j'ai dit, OK, on a Brexit.
Et le marché européen, c'est difficile. C'est quoi le plus proche pays après ça? Probablement, I don't know, je ne sais pas si c'est Morocco ou si c'est un pays comme Islande ou quelque chose, mais Morocco, ça donne beaucoup d'avantages, un grand marché et aussi une porte d'entrée d'Afrique. Et Morocco, ça offre beaucoup d'opportunités pour la société de Wanani qui peut créer un partenariat avec une compagnie marocaine. Et avec ce partenariat, tu peux chercher un marché global. D'accord? Et comme ça, si tu as la petite société avec le fromage, peut-être il peut avoir un partenariat avec quelqu'un marocain pour découvrir c'est quoi la possibilité pour augmenter les exportations sur le pays, le continent d'Afrique aussi. Donc pour moi, ça c'est, j'adore l'opportunité et je vois beaucoup de potentiel et on a reçu beaucoup d'intérêt sur le côté Wanani aussi. Merci, Monsieur Steven Orr. Il nous reste 15 minutes. J'aimerais synthétiser devant vous les questions qui se répètent le plus dans les messages des participants. Il y a beaucoup de questions sur le projet Aourache, programme Aourache. Je ne sais pas si Monsieur Legbe, vous voulez un peu donner des éléments de réponse, mais il y a des personnes qui se demandent comment bénéficier et il y a des personnes aussi qui se demandent est-ce que le programme Aourache, bon, on comprend, il a été annoncé tout récemment. Donc, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu de quoi il s'agit et comment en bénéficier? Monsieur Legbe, vous êtes muté. Votre micro, il est muté. Oui, pardon. Concernant le projet Aourache, bon, à date d'aujourd'hui, je ne dispose pas du détail du projet. Il vient d'être lancé et donc j'ai les grands objectifs, mais les objectifs, le détail, comment bénéficier, comment profiter, je crois qu'il y a de l'information du document qui va être rendu au grand public assez bientôt. Donc, je ne vais pas apporter beaucoup d'informations sur les différentes dispositions prévues dans le cadre de ce projet. Oui, je m'en doutais parce que le projet l'annonce a été faite, je crois, la semaine dernière. Et donc, la semaine dernière. Ouais, pas tout à fait, pas beaucoup de visibilité. Ensuite, peut-être on va adresser cette question à M. Faiz. Il y a des questions sur le secteur immobilier. Et moi, de ma part, je n'ai pas beaucoup d'idées sur la fiscalité immobilière. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés en 2022 qui pourraient intéresser les petites entreprises opérant sur l'immobilier? Vous êtes muté, M. Faiz, pardon. Ah, on n'entend toujours pas. C'est bon? Oui, maintenant c'est bon. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Très Non, il n'y a aucune mesure spécifique pour le secteur immobilier, hein. Donc, la seule mesure qui avait été instituée en 2020 n'avait pas été reconduite, qui concernait la baisse du taux de droit d'enregistrement pour les transactions pour les biens qui, dans la valeur, étaient inférieurs à 4 millions de dirhams. Donc, non, il n'y a aucune mesure nouvelle qui concerne le secteur de l'immobilier. Donc, c'est les règles de droit commun. Donc, les TPME immobilières, c'est le droit commun. Pour les autres, en dehors du logement social, qui continue bien sûr pour les entreprises qui ont des conventions, et continuent toujours à bénéficier des avantages des conventions, hein, c'est l'exonération totale avec l'exonération de TVA qui est prise en charge par l'État, l'exonération de tous les impôts et taxes jusqu'à la fin de réalisation des programmes qui ont fait l'objet de conventions avec l'État. C'est tout ce qu'il y a, voilà. Très bien, merci. Monsieur Slimani, il y a aussi pas mal de questions sur la digitalisation et c'est quelque chose qui est revenu beaucoup sur l'intervention de Monsieur Andrew Henley. Au Royaume-Uni, il paraît que c'est à peu près la même approche, l'un des leviers de relance pour les petites et moyennes entreprises. En fait, c'est devenu même un enjeu d'existence, il me semble, pour les PME.
d'être présent sur le digital, d'accompagner ou de s'inscrire sur la dynamique de modernité qu'on connaît tous. Au Royaume-Uni, on a appris qu'il y a pas mal de programmes, que ce soit de la part des universités qui sont là pour accompagner des entrepreneurs ou il y a un fonds désormais au Royaume-Uni pour la digitalisation, l'accompagnement digital des petites entreprises. Est-ce qu'au Maroc, on a des mécanismes pareils? Est-ce qu'un entrepreneur qui souhaite se moderniser sa structure et se digitaliser a des portes à frapper? Alors, merci pour cette question. Si on regarde les choses, on revient en arrière. Alors, cette question de digitalisation ou e-commerce, c'est avec la pandémie que la culture du consommateur a changé. Alors, c'est récent, ça date des deux dernières années. On voit même pour les grandes entreprises, pour les banques par exemple, maintenant le consommateur, il préfère travailler avec l'application, faire tous ses besoins nécessaires avec la banque, ses transactions, tout ça à travers une application. C'est pareil pour le commerce, c'est pareil pour les services. Maintenant, on voit des nouveaux métiers comme des prestations de la livraison à domicile, des entreprises qui travaillent avec des applications spécifiques. Si je peux parler de cette petite niche de livraison à domicile, de plus en plus d'entreprises ou de start-up qui travaillent régionalement sur des villes, uniquement des villes qu'on les trouve par exemple sur la ville de Rabat et on ne va pas les trouver sur d'autres sites. Alors, il faut les aider. Et comment accroître son business plan, son business, comment être dans tout le territoire du royaume. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de programme d'accompagnement, sauf pour les startups. Il y a l'appui, bien sûr, l'appui aux jeunes entrepreneurs, aux startups, mais pour transiter d'un commerce classique à un e-commerce ou pour intégrer les logiciels dans tous les secteurs commerce, on n'a pas de programme spécifié. On a le programme d'appui aux entreprises présenté par Maroc PME qui concerne tout ce qui est informatique, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est… Mais ça concerne rien que le secteur industriel. Les autres secteurs, ils ne sont pas jusqu'à maintenant touchés. Merci. Très bien. Merci, Monsieur Slimani. Ça me permet de finir ce webinaire par une projection sur l'avenir. On souhaite tous une meilleure digitalisation de notre secteur économique, une plus de prospérité à nos PME, à nos TPME et à nos grandes entreprises aussi. Permettez-moi de vous remercier encore une fois toutes et tous d'avoir participé, Monsieur Stephen Hall, Monsieur Legbi Mohamed, Monsieur Abdelmjid Faiz, Monsieur Hicham Slimani, Mr. Andrew Henley, thank you. Merci à vous tous. Quant à vous qui vous nous regardez, je vous invite à rester fidèles à nos événements. Vous avez remarqué que nous tenons à organiser des événements sur la situation économique, sur les opportunités d'affaires au Maroc très régulièrement. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et rester connectés. Je vous dis à très bientôt et au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.